Ok, alors Kader, t'as un tout petit peu anticipé sur la fin, mais je sens que t'avais très envie, c'est pour ça. Désolé. On a créé ce DJ calqué sur Catherine Sellac qui a fait le dos à dos. Nous, on voulait vous faire interagir, on a posé beaucoup de questions, mais je sais que vous en avez aussi les uns pour les autres. Alors, vous avez chacun préparé 3 questions ou plus, peut-être parfois pour Kader. Un petit peu plus, ouais. Mais du coup, on a répondu un petit peu au fil de l'eau, donc c'est des cool. questions les uns aux autres, et donc je vais vous laisser les poser à votre bénéfice et au bénéfice de toutes les personnes qui nous regardent ou nous écoutent. C'est à vous. Alexia, j'avais une petite question du coup pour toi concernant un petit peu ton parcours et ton passé qui est assez inspirant. Tu as fait la transition, en tout cas tu es passé du monde de l'avocat au monde de l'entreprise. C'est un point sur lequel j'ai aimé t'interroger. Qu'est-ce que tu en as retiré? Quels sont les avantages à être juriste en entreprise? Est-ce que tu repasseras un jour avocate ou pas du tout? Et le cas échéant surtout, sur ce changement, est-ce que celui dans l'autre sens, donc de juriste à avocat, est quelque chose que tu encourages? Voilà, j'aimerais avoir un petit peu ton retour d'expérience sur le sujet. Alors, c'est difficile de dire que je repasserai jamais avocate, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans le métier de juriste, j'ai vraiment trouvé ma voie, plus que lorsque j'étais avocate, et que pour l'instant, j'ai encore pas mal de choses à construire et que je m'y épanouis pleinement et je ne ressens pas le besoin d'aller en cabinet d'avocat. Pourtant, c'est 2 métiers complètement différents. Et moi, ce qui m'a fait quitter la profession d'avocat, c'était un peu le manque de perspective en cabinet avec toute la pression autour de rentrer dans le partnership track, etc. Ce qui est, je trouve, en fait, assez agressif et violent. Donc là, c'était un premier point. Mais à la limite, j'aurais pu jouer le jeu. Parfois, je peux être aussi compétitive sur certains sujets. Donc peut-être que j'aurais pu jouer le jeu. Mais il y avait aussi le côté de travailler de façon extérieure pour des clients et puis refaire des deals et des dossiers sans jamais complètement rentrer dans l'opérationnel, sans jamais complètement toucher du doigt les aspects humains en fait, de l'entreprise. Et au final, une sensation de ne pas totalement trouver le sens de ce que je faisais, même si j'ai trouvé que les premières années en cabinet d'avocat sont extrêmement formatrices et qu'on y noue quand même des relations fortes parce qu'en fait, on travaille tellement dans des conditions absurdes avec des deals qui nous font faire des nuits blanches et donc on crée quand même des relations professionnelles qui sont fortes. Mais voilà, au bout de 10 ans, je pense que j'avais un peu fait le tour et la flemme de rentrer dans le partnership track plus le manque de sens lié au fait de ne jamais être dans le concret et l'opérationnel m'ont conduit à partir en entreprise. Super, merci pour ta réponse. Mais du coup, j'imagine que si tu me poses la question, c'est que peut-être ça te titille aussi pour toi et que tu te demandes si ça aurait du sens un jour pour toi de devenir avocat, peut-être pour peut-être mieux comprendre comment les avocats travaillent et peut-être même améliorer la relation que tu peux avoir toi en tant que juriste avec un avocat. Ouais, alors moi, pourquoi c'est pas une voie qui m'a intéressé tout d'abord parce que j'ai eu la chance en fait à la fin de mon premier stage, j'étais encore en master, d'avoir une proposition du coup de CDI en entreprise en tant que juriste d'entreprise et donc j'ai directement signé et je me suis pas posé la question. Quand j'y suis retourné, quand j'ai creusé la piste quelques années plus tard, j'étais plus trop dans la formation scolaire, etc. Et donc ça l'avait pas fait. Mais j'ai ce sujet-là toujours en tête. Pourquoi pas un jour rebasculer dans le monde des cabinets, enfin basculer dans le monde des cabinets. Ce qui m'attirerait, je pense, c'est le côté justement puriste un petit peu, où on ira chercher des sujets au fond du fond et où le juriste, en tout cas l'avocat et donc l'expert juridique est au cœur un petit peu de l'activité de l'entreprise, parce qu'un cabinet c'est une entreprise. Donc c'est un peu ça peut-être qui me fera basculer, mais sinon... J'avoue qu'en fait, aujourd'hui, je suis hyper satisfaite du métier, de mon métier. Et c'est aussi lié en fait, aux opportunités que Conto m'a offertes et à la capacité à me développer sur des sujets stratégiques, à élargir mon scope. Mais mes premiers pas en entreprise ont été un peu... en tout cas, m'ont surpris du point de vue du positionnement du juriste dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, en cabinet, en tout cas, il y a un côté un peu plus glamour
de la vie des cabinets. Alors en plus, moi, c'était des cabinets américains, de M&A, etc. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les cabinets, mais il y avait ce côté quand même assez glamour où l'avocat est un peu la star dans son cabinet, alors que le juriste en entreprise, il n'est pas la star du tout. Personne ne l'attend, même plutôt on veut s'en détacher au maximum, et la position n'est pas toujours valorisée. En fait, je pense que c'est un métier très important, mais il n'est pas toujours placé à sa juste, en tout cas à évaluer à sa juste valeur. Et donc, du coup, ça peut créer des frustrations parce qu'on fait des choses difficiles, on travaille beaucoup, on est des vrais experts, on est très utile et pour autant, on n'a pas le positionnement qu'on veut avoir. Et ça peut un peu frustrer, surtout quand on a connu le côté glam des grands cabinets d'avocats d'affaires. Ok, donc il y a un volet reconnaissance que tu retrouves plus. Qu'au début, je trouvais qu'il était un peu difficile à trouver en entreprise, en fait, qui m'a surpris parce qu'en fait, je m'étais jamais posé cette question-là. Je m'étais jamais posé la question du positionnement du juriste. Dès lors qu'en fait, l'avocat, il est effectivement, comme tu le disais, au cœur du métier de son entreprise. Et en fait, on le découvre. Après, on s'y habitue plus ou moins bien et on trouve des moyens de se positionner là où on veut l'être aussi. Ça dépend de nous. C'est pas uniquement une fatalité. Bien sûr. Mais effectivement, quand on passe du cabinet à l'entreprise, il peut y avoir ce temps d'adaptation ou cet étonnement lié au positionnement qui est radicalement différent, qui est un peu plus austère dans l'entreprise. Ok. Moi, j'en profite pour te poser ma deuxième question qui est du coup liée... Tu en as parlé, tu étais avocate en M&A et puis chez Conto, tu as eu l'occasion de participer à des levées de fonds, je crois, une ou deux. Voilà, 2 levées de fonds. Moi, je suis arrivé juste après la deuxième levée de fonds chez Préto. Donc, il y en aura peut-être une en fin d'année ou l'année prochaine, ou peut-être plus tard, on ne sait pas encore. Mais il y aura une levée de fonds, je pense. C'est quasi une certitude. Quel est ton retour d'expérience sur la levée de fonds? Quels sont les good tips à avoir? Quels sont les écueils à éviter? Comment tu as pu gérer ça? Quels conseils tu me donnerais en gros pour préparer une bonne levée de fonds? Alors, le premier conseil, c'est effectivement de se positionner très tôt sur le sujet, en travaillant avec la direction juridique, la direction financière. Voilà. Le deuxième conseil, c'est, si tu ne viens pas du M&A, d'un peu te former. Et une façon de faire pourrait être de demander à un ou deux cabinets d'avocats qui ont une bonne réputation sur le sujet de te recevoir et de faire une sorte de formation. Ça peut même être à titre gratuit, comme un geste commercial pour avoir un deal plus tard. Évidemment, tu leur fais miroiter la possibilité de travailler avec eux. Et toi, c'est une façon de les tester. Troisième tip, c'est du coup d'être à l'origine du choix du cabinet d'avocats. Mais en fait, si tu as fait l'étape précédente, peut-être que tu seras en mesure de choisir un bon cabinet avec lequel tu auras déjà un peu travaillé puisqu'il t'aura formé. Et en plus, tu seras meilleur sur le deal. Faire attention sur la négociation des fees, évidemment. Essayer d'avoir un forfait pour éviter que le truc s'emballe et que tu perdes un peu ta crédibilité sur ça. Même si ça a relativisé parce qu'en fait, dans le cadre d'une levée de fonds, il y a de l'argent qui rentre en face et donc c'est moins pénible de payer. Peut-être que ce conseil-là, il vaut surtout sur le M&A. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences parce que là, le M&A, déjà, on paye et en plus, frais d'avocat viennent en plus. Et s'ils ne sont pas maîtrisés, ça peut vraiment décrédibiliser la fonction juridique. Après, le troisième truc, c'est vraiment de s'approprier au maximum la documentation. Si tu as pu le faire un peu avant, c'est mieux, le pacte existant, etc. Mais parce qu'en fait, la documentation qui va être signée pour la levée de fonds, ça va être le pacte qui va être utilisé pour la suite, appliqué pour la suite. Et si tu te l'es vachement bien approprié, tu seras un meilleur juriste pour la suite. Tu géreras mieux la relation avec les actionnaires, tu te positionneras mieux, tu pourras avoir des réflexes dans le cadre de discussions avec tes fondateurs en disant « Ah, mais le pacte ceci, le pacte cela. Oui, mais quand on avait fait le deal, on avait fait ci, on avait fait ça. » Tu connaîtras bien la cap table et ça peut te donner aussi des réflexes qui sont utiles dans les discussions avec les fondateurs. Et surtout, tu seras bureau cul mieux préparé pour la levée de fonds d'après. Et donc, ou pour une IPO. Et donc, vraiment de s'approprier la doc, même s'il y a un avocat. Puis après, je pourrais te donner des conseils d'avocat, parce que nous, on a un avocat qui suit les levées de fonds de Conto et qui est absolument incroyable. Et franchement, je n'hésite pas à dire qu'une partie de ma réussite d'évolution chez Conto repose intégralement sur cet avocat, parce qu'en fait, comme grâce à lui, les levées de fonds se sont passées de façon extrêmement fluide, en fait, en interne, ton image, elle est hyper bonne grâce à ton avocat, quoi. Okay. Donc, en fait, sur un sujet comme ça, le choix de l'avocat, il est quand même essentiel.
Très clair. Je tâcherai d'y penser si je suis confronté à cette situation. Alors moi, j'avais une question un peu plus, du coup, opérationnelle, managériale. En fait, comment tu manages ton équipe, quel type de manager tu es, et du coup, quels sont les rituels que vous avez mis en place pour travailler ensemble? Ouais, super bonne question parce que du coup, j'essaie de dupliquer un petit peu l'image du mentor. J'ai quelqu'un qui m'a managé pendant plusieurs années et qui l'a fait de manière super fluide et je l'ai pas senti du tout. Donc j'essaie d'être ce manager un petit peu qui prend du recul, qui n'intervient que pour donner des directions et surtout pour ne pas donner les solutions. Je laisse les personnes que je manage un petit peu prendre des décisions, parfois faire des erreurs pour ensuite apprendre de ces erreurs et justement pivoter. Je me rends compte qu'il en sort plutôt du positif sur le long terme, parce que du coup ils sont parfois très créatifs et en fait ils vont sur des solutions qu'on n'avait peut-être pas imaginées ou qu'on pensait pas réalisables et quand ça vient d'eux, ils le font avec un entrain qui est quand même très particulier. En termes de rituels, on essaie toujours d'avoir des rituels d'équipe, donc des points d'équipe tous les mois, très important. Je fais en sorte aussi que sur les sujets, donc via notre outil ticketing, que sur les sujets un peu transverses, par exemple, la Legal Counsel qui est en charge de notre B2B communique avec du coup la stagiaire qui est chez moi qui a plus une appétence compliance. Donc j'essaie de créer un petit peu des sujets de connivence. Donc ça je le vois sur l'outil et c'est super sympa de voir que sur un sujet par exemple un ticket qui a été créé pas par toi, t'as une personne qui l'a pris en charge, une personne qui s'est greffée, qu'ils ont un meet de prévu demain pour en discuter. Donc et que tu leur as demandé de toujours bien documenter leurs échanges, etc., que tu pourras consulter ce qui en ressort sans forcément leur demander d'être là, que tu peux prendre du recul. Donc ça c'est un point super important. Et côté rituel, ce que j'ai envie surtout de mettre en place, c'est diffusion de la culture juridique. On a une liste de lecture que j'alimente avec quasiment tout ce que je croise qui peut être intéressant avec un outil très simple. Donc j'enregistre le lien et je leur demande tous les mois de choisir un sujet qui les intéresse et de creuser ce sujet vraiment à fond pendant 1 ou 2 heures, voire plus si besoin, et de nous faire un petit récap avec un document, un Notion bien clair sur ce sujet est important pour la boîte. Pourquoi du coup j'ai choisi ce sujet-là et ils vous le présentent un petit peu. Donc c'est encore en phase expérimentale. On a eu une réunion de ce type-là. Okay. On espère en avoir une prochainement. Et puis c'est surtout aussi quelque chose qui à terme, j'espère pouvoir être communiqué à toute l'entreprise. Voilà, le juridique, ils ont bossé sur tel et tel type de sujet. Ça peut être lié par exemple à l'investissement immobilier. C'est pas forcément sur là où qu'on a attendu, parce que on bosse avec des notaires et les clients, ça reste un point qui leur est propre, mais diffuser de la connaissance juridique sur des mécanismes qui sont très particuliers à nos sales, par exemple, c'est développer leur culture générale, et c'est quelque chose qui peut tout à fait être l'initiative du juridique, en tout cas être une externalité positive d'une action, formation et diffusion de la culture qu'on a en interne. Voilà, c'est un peu ce que j'ai de mon côté. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as Je dirais, alors les rituels, on en a quand même pas mal. Du coup, on a un meeting hebdomadaire avec toute l'équipe, donc les 20... alors juristes, il n'y a pas que des juristes du coup, parce qu'il y a aussi affaires publiques, mais les 20 personnes de l'équipe, où chacun prend la parole, mais ça tourne de semaine en semaine, parce qu'on ne peut pas aborder les sujets de tout le monde, et qui est un moment assez fédérateur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est très participatif, et donc ça montre quand même que les gens se sentent à l'aise, et ils ont envie de participer, de poser des questions, etc. Les départements qui sont dans mon équipe, donc chaque spécialité, entre eux, en fait, c'est des petites équipes de 2-3 personnes ou 3-4. Entre eux, ils ont des meetings quotidiens. Ils se voient tous les matins 1 demi-heure avant de commencer la journée pour s'aligner. Okay. Et moi, de façon hebdomadaire, je vois tous les chefs d'équipe en one-to-one 1 fois par semaine, quoi. Okay. Ça, et voilà. Et par ailleurs, ces équipes-là, selon leur spécialité, elles ont des meetings hebdomadaires avec les départements qui sont le plus pertinents pour eux. Bon, droit du travail, c'est évidemment avec l'équipe People, partie produit avec l'équipe produit, etc. Donc il y a quand même pas mal de rituels comme ça. Et d'un point de vue du management, franchement, c'est compliqué de tout décrire, mais ce que je trouve qui est important, c'est effectivement de s'assurer que toutes les personnes dans l'équipe ont la
la possibilité de déployer complètement leur potentiel. Et même quand ils sont très juniors, de leur donner des opportunités en fait de briller, y compris à travers des opportunités de faire des podcasts, des talks ou des formations ou des workshops, etc. ou des conférences. Et du coup, même si parfois en fait c'est un peu jeter la personne dans le grand bain, ou que la personne peut avoir l'air un petit peu sous-dimensionnée par rapport à un événement, essayer quand même de placer des gens de mon équipe sur des opportunités d'intervenir, parce qu'en fait, ça leur donne vachement le goût du métier qu'ils font, et ils comprennent aussi l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, sur la motivation, je vois que c'est assez incroyable. Ouais, donc, voilà. Bah top, écoute, tu me tends la perche encore une fois sur ma dernière question, du coup la troisième. Question, du coup, bah, tu l'as dit, tu as une équipe qui est pluridisciplinaire, tu as des affaires publiques, j'imagine que tu as beaucoup de spécialités dans le droit dans ton équipe. Comment tu recrutes? Comment tu mènes une politique de recrutement sur le moyen long terme? Quels sont les aspects aussi qui sont pour toi importants d'avoir quand tu embauches quelqu'un? Quels sont, pareil, ton petit retour d'expérience sur... En fait, ça a un peu changé aussi en fonction du stade dans lequel tu recrutes. Et je suis vraiment passée d'une forme de recrutement vraiment liée au fit, où quitte à ce que la personne n'ait pas totalement l'expertise, en fait on va construire un truc ensemble, et si la personne a envie d'être agile et de se former, et qu'en fait on a le bon fit, donc vraiment plutôt un recrutement au gré des rencontres, mais qui peut parfois du point de vue de l'expérience passée être un peu pas forcément le plus aligné, mais faire le pari du fit, à plus l'équipe se structure, à vraiment avoir des fiches de poste beaucoup plus précises, et chercher un profil précis avec des personnes qui ont déjà travaillé dans des fintechs ou déjà travaillé dans des scale-up. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je suis plus sur un truc où j'arrive à identifier des profils très, très précis. Mais maintenant aussi, disons que j'ai quand même pas mal structuré l'équipe, et je pense que maintenant l'équipe va aussi se structurer par le bas. Et donc en fait, les personnes que j'ai recrutées qui dirigent des départements et des spécialités juridiques, en fait, c'est à elles de construire leur équipe. Et maintenant, je suis plus au niveau où je donne des conseils. Alors, évidemment, je suis pas à l'abri qu'une des personnes, un des managers des équipes parte et que je doive le remplacer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe est aussi dynamique à d'autres niveaux. Et donc, c'est ça qui est assez cool, puisque je suis plus uniquement la personne qui va recruter, mais aussi une personne qui va conseiller une personne par rapport à ses propres méthodes de management, sur comment recruter. Donc ça, c'est assez passionnant. Après, il y a aussi pas mal de hasard, on rencontre des gens. Mais est-ce que tu testes justement la place encore de recruter quelqu'un au fit, Ouais. une bonne rencontre, quelqu'un qui est aligné avec tes valeurs, les valeurs de l'entreprise, qui a du potentiel, Ouais, ou est-ce que c'est complètement standardisé maintenant et tu n'as plus la place, justement, malheureusement, ou peut-être heureusement, de te fier à ton seul ressenti Je pense que ça restera quand même. C'est vrai que, disons que la façon dont, de manière générale, je travaille laisse quand même une grande part à l'improvisation, ou à la subjectivité, ou au fit, ou à l'impression, ou au ressenti. J'essaye de structurer tout, mais en fait, je sais que j'y arriverai pas. Et finalement, je me dis quand même que finalement, cette part d'improvisation fait partie de moi en général, et que du coup ce serait dommage de aussi complètement supprimer ça, parce que il y a des trucs qui marchent. Alors évidemment on me fait aussi le feedback qu'il y a trop d'impro parfois, mais donc j'essaye de le prendre en compte, mais bon voilà, faut trouver le bon juste milieu, quoi. Et alors du coup, ma dernière question, donc tu disais effectivement, tu parlais d'anticipation à 5 ans. Toi, est-ce que tu arrives donc à anticiper à 5 ans, et quelle serait ta direction juridique idéale dans 5 ans, quoi? Ouais, c'est un bon exercice. C'est l'exercice qui m'a été en partie demandé par mon CEO. Enfin, on en a parlé rapidement à mon arrivée. C'était, écoute, te brûle pas, te crame pas, t'es là pour 5 ans. C'était très vite un peu le discours qui m'a tenu. Et donc, moi, comment je vois le pôle juridique, c'est un pôle dédié, enfin, un pôle un petit peu centré sur notre core business, où là, on sera capable d'aller challenger les meilleurs cabinets sur nos sujets, typiquement le courtage ou le monde bancaire et financier de manière un peu plus large, où on sera reconnu comme ayant une réelle expertise en interne. Donc ça, c'est très important pour moi de commencer à structurer ça dès maintenant, de tout documenter, de se positionner avec des avocats spécialisés, de faire rentrer ces connaissances-là dans le patrimoine de l'entreprise, et à côté être toujours très pragmatique.
être toujours très tech aussi. C'est très important pour moi d'avoir une direction juridique, ou en tout cas une structure juridique qui repose sur des outils, parce qu'on ne saura jamais un nombre pléthorique, hein, c'est pas l'idée, mais d'avoir les bons outils au service des bonnes personnes qui font un peu ce qu'elles ont envie de faire, avec une place pour chacun qui puisse manager s'il souhaite manager, qui puisse se diriger vers une voie d'expertise sans management s'il le souhaite. C'est aussi quelque chose sur lequel on discute beaucoup. Hein. Comme j'ai recruté quelqu'un, je lui ai parlé pareil sur 5 ans, qu'est-ce que tu souhaites faire, etc. Est-ce que tu es plus manager ou est-ce que tu es plus quelqu'un qui va te tourner vers l'expertise? Elle me dit, je sais pas trop encore. Je lui dis, t'as le temps, mais voilà, faut se positionner. On va t'accompagner, on va te former si besoin. Je vais te former si besoin, ou en tout cas te diriger vers des formations un peu spécifiques si tu en ressens le besoin. Pareil, il n'y aura pas de voie royale et de voie qui soient un peu dévaluées. C'est un peu le sujet. Et puis surtout, si on devient nombreux, continuer à avoir des interactions qui soient quotidiennes avec les équipes. Donc, tu vas parler de ton point hebdomadaire sur 20 personnes, c'est quand même assez important. Il faut le souligner, c'est quelque chose qui crée de l'entrain, qui crée une cohésion d'équipe et qui crée un facteur, enfin un esprit de corps qui est pour moi essentiel quand on veut aller loin. Donc voilà, c'est un peu ma vision. Et Comex. Comex, pourquoi pas, peut-être, mais c'est pas une volonté. Enfin, c'est pas un objectif. Donc dans un bon Comex où le juridique a sa place, avec de la compliance, ou en tout cas des secteurs, enfin des sujets portés par le juridique qui soient pertinents, pourquoi pas. Un Comex un peu politique, comme il y en a dans certaines boîtes malheureusement, où le juridique et le secrétaire général, ça un peu moins. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Voilà. Impressionnant. Merci Alexia. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ou encore, comme nous, à inciter vos collègues à s'abonner à la série. Si l'épisode vous a plu, et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous ». Toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au Legal Ops.